Bonjour mes amis, vous savez, ces dernières années, en tant que conspirationniste, le jeu est devenu extrêmement ennuyeux. J'ai juste envie d'avoir tort, j'ai envie de me tromper, mais en fait non, on joue littéralement à carte ouverte. C'est devenu extrêmement facile de deviner le prochain move. Pourquoi? Parce que les anciens manipulateurs, ceux qui ont fait leurs armes durant la guerre froide, sont partis à la retraite ou sont morts ou aujourd'hui sont sur une barque, sur un lac en train de pêcher. Tout ça est derrière eux. Donc on a l'arrivée de jeunes, on a l'arrivée de gens qui sont pas très bons. Alors remarquez que durant la campagne électorale américaine, on parlait de l'état mental de Biden. Et beaucoup de gens disaient que Biden n'est pas fait pour aller jusqu'à la fin de la présidence. Biden est fait pour donner la place à Kamala Harris. Aujourd'hui, avec le fiasco afghan, où les talibans ont maintenant plus d'hélicoptères Black Hawk que l'Australie, en fait, même plus que la majorité des pays du monde. 85% des pays dans le monde n'ont pas la puissance de frappe aujourd'hui des talibans. Grâce aux 85 milliards de dollars d'armement de toute catégorie que l'armée américaine a bien voulu leur laisser sur place. Et maintenant qu'il doit faire face au feu roulant des questions, on réalise que cet homme n'est pas là. Il parle, il tente de parler, il tente de s'expliquer. Comme on dit, la lumière est allumée, mais il n'y a personne à la maison. Donc, son état mental, qui n'a jamais été vraiment un secret, commence à être commenté même dans les médias mainstream. Il y a un an, pour dire que Biden avait un problème mental, il fallait être extrême droite, littéralement. Il fallait être catalogué parmi les pires conspirationnistes de la Terre. Il y a plein de choses qui, il y a un an, faisaient partie du conspirationnisme et aujourd'hui sont mainstream. Le pass sanitaire, on en parlait il y a un an. Et à l'époque, on nous traitait de conspirationnistes. Aujourd'hui, c'est la norme. Maintenant, j'aimerais pas vous dire ce que les conspirationnistes disent pour l'année prochaine. Ok, on attend l'année prochaine que ce soit mainstream pour en parler. Alors je disais que aujourd'hui, on voit un shift dans le narratif et puis même les médias mainstream commencent à mettre en doute la santé et la stabilité mentale de Biden. C'est une question de jours, de semaines, avant qu'il commence à se dire, peut-être même à un niveau officiel, est-ce que cet homme est vraiment fit? Est-ce que cet homme a vraiment la tête pour diriger une nation comme les États-Unis? La réponse s'imposera d'elle-même, non. S'il faut l'écarter, imaginons qu'il fasse un AVC, imaginons qu'il fasse sur lui-même un jour, et que on réalise donc que cet homme n'est pas... C'est ça le truc de l'impro, tu sais, tu te surprends toi-même en fait. Alors, je disais que on va réaliser que c'est fini pour lui. Il faudra l'écarter. Si on l'écarte, qui arrive au pouvoir? Quand Nixon a été impeach, qui est arrivé au pouvoir? Quand Kennedy a été flingué, comme vous savez, qui a pris le pouvoir? Alors c'est toujours le vice-président ou la vice-présidente qui prend en main le mandat jusqu'à la fin de celui-ci, jusqu'à la fin normale de ce mandat-là. Dans ce cas précis, c'est Kamala Harris. Okay. Maintenant, il faut voir une chose. Je vais vous dire un truc. Et ça, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un problème. Il y a un problème racial, des tensions raciales extrêmement fortes. Là-bas, l'ethnie, la couleur de peau, c'est quelque chose. Même les formulaires et tout capturent la couleur de peau des gens. Donc c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui est dans les statistiques, dans les politiques publiques et tout ça. C'est une réalité. D'ailleurs, si vous remarquez le peu on a importé en Europe, depuis l'année dernière, on a importé, 1% des problèmes raciaux des États-Unis, et regardez la pagaille que ça a causé. Donc vous imaginez chez eux qui sont au centre de tout ça. Alors, dans ce pays, lorsque Obama est arrivé au pouvoir, les woke américains ont pensé que que l'histoire avait tourné. Qu'on est arrivé à un milestone, qu'on est arrivé à un jalon après lequel il n'y a plus de retour en arrière.
certains jalons sont comme ces roues avec un cliquet qui les empêche de revenir en arrière. Ça va dans un seul sens, mais jamais en arrière. Quand Obama est arrivé au pouvoir, ils ont pensé qu'aux États-Unis, ça serait fini, et pour toujours, pour l'éternité, qu'on ait un homme blanc, hétéro, chrétien, au pouvoir à la Maison-Blanche. Pour eux, c'était fini. Vous allez me dire, oui, mais Biden, il correspond. Oui, mais il correspond, mais attendez, j'arrive. Donc, ils pensaient que c'était fini. Le prochain, si on regarde les critères woke, le prochain qui devait arriver, c'était une femme. Donc, ils ont amené Clinton, Hillary. Et pour eux, c'était logique. C'était la future présidente des États-Unis. Et après, on aurait eu une succession de personnages correspondant en tout point aux critères des woke. Je vous laisse imaginer quoi. Alors, là, il y a eu un accident de parcours. Il y a eu un accident. À un moment donné, les médias sociaux avaient une puissance, avaient pris de la puissance, pris de la force. Il y a eu un shift que ceux qui sont derrière, les animateurs donc de tout ça, n'ont pas mesuré. C'est que les médias sociaux avaient pris une puissance qui avait dépassé celle de la télévision et des médias classiques. Et là, on l'a réalisé. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis Trump, vous remarquez qu'on a crescendo une augmentation du contrôle de la parole sur les médias sociaux. Parce qu'ils se sont rendus compte de la puissance de frappe, de la puissance de ces médias-là. Donc, Trump arrive au pouvoir. C'était un accident pour eux. Mais la flip qu'ils ont fait, les woke, lorsque Trump est arrivé au pouvoir, n'avait rien à voir avec un différent politique qu'ils auraient pu avoir avec lui. Parce qu'on a vu, au cours de l'histoire de ce pays, des présidents républicains ou démocrates se succéder au pouvoir. Bien sûr, chaque camp critique l'autre, mais la virulence de la critique n'a jamais atteint ce niveau-là. C'est que ce n'était plus une virulence animée par des différences politiques, mais c'était une virulence qui avait des arrière-pensées purement raciales. Ça signifie lorsqu'on a pensé qu'un pays avait vraiment basculé, et puis finalement, on revient en arrière et on remarque que ce basculement, finalement, il ne s'est pas peut-être complètement fait. C'est vrai que pour eux, c'était le cauchemar. Vous voyez le truc? Donc, ils ramènent Kamala Harris, qui pour eux est réellement et techniquement la future présidente des États-Unis. Maintenant, il leur faut un cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est Biden. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelqu'un. C'est un petit peu comme lorsque les cardinaux votent pour un pape. Vous savez que pendant très longtemps, enfin le Vatican a essayé de changer un petit peu les termes pour essayer de mettre le haut là. Mais souvent, quand ils étaient enfermés ensemble pour pouvoir voter le prochain pape, qui serait quelqu'un parmi eux, certains cardinaux assez vicieusement votaient pour le plus vieux et le plus en mauvais état. Pourquoi? Parce que le cardinal en question se dit, cette fois-ci c'est trop tôt pour moi, je vais pas passer, je n'ai pas assez de soutien, je n'ai pas fait assez de PR, si je me propose comme pape, ça passera pas. Par contre, j'ai envie de pouvoir tenter la prochaine fois. Et comme ils sont tous d'un certain âge, ils n'ont pas envie que la prochaine fois soit dans 20 ans. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le plus frêle, le plus fragile, et ils votent pour lui. Comme ça, il part donc au charbon, et puis ils espèrent qu'avec un peu de chance, c'est la même logique que le viager, ils espèrent que dans 18 mois, ils seront rappelés encore, et peut-être que là, une nouvelle donne arrivera. Vous voyez? Ils ont fait exactement la même chose. Ils ont pris Biden, ils savent que clairement, ce n'est pas quelqu'un qui a la tête pour finir un mandat, et donc il va faire quoi lui? Il va, en cours de route, lâcher, on s'y emploie d'ailleurs, maintenant même les médias mainstream en parlent, et après on ramène, on ramène Kamala qui était réellement la première intention du système. C'est assez dingue, mais si vous regardez aux États-Unis, je finirai sur ça, prenons toutes les tensions qu'il y a aux États-Unis, prenons ce pays qui est par moment, de notre perspective en Europe, des fois on a l'impression que certains endroits sont littéralement à la veille d'une guerre. Est-ce que vous pouvez mettre un prix? Est-ce que, imaginons le dommage, la fracture sociale que subit et que peut subir l'Amérique,
Imaginons qu'on doive mettre un prix dessus. Ce prix qui va déterminer le préjudice de cette situation. Vous imaginez que ce prix serait énorme, c'est des milliards et trilliards peut-être même. Si on doit pricer d'une certaine manière cette situation catastrophique. Ok. C'est quoi l'origine de cette situation? Revenons en arrière. C'est quoi son origine? Elle a commencé où? Elle a commencé parce que des fermiers sudistes voulaient enlever le coton et le café à un prix peut-être 20 ou 30% inférieur à un système normal qui aurait employé des gens, des locaux ou autres. Ils voulaient juste du travail pas cher. Ils ont commis un crime abominable. Ils ont travaillé avec des gens qui allaient acheter des personnes en Afrique, les ramener dans des conditions épouvantables à travers l'Atlantique, faire de la traite, parties mouraient de maladies et autres. Ceux qu'ils ramenaient, ils les mettaient en exploitation pour pouvoir juste tirer un peu le prix de revient du coton, peut-être de 20 ou 30%. D'accord ? Pour pouvoir gagner plus d'argent sur les marchés, pour pouvoir financer, donner plus d'argent aux financiers du système, pour pouvoir donner plus d'argent à l'actionnariat. Vous voyez, c'est la force, c'est les forces de l'argent, les forces de l'entreprise. Hein. On les a aujourd'hui, on les a aujourd'hui, ils travaillent comme ça. Ils ont commis ça. Maintenant, remarquez, on arrive fast forward, on arrive aujourd'hui, et remarquez le dégât que ça coûte. Les dégâts que ça cause dans cette société. Un pays entier au bord de la guerre à cause de ça. Vous savez quoi? Si on revient à mon pricing, comme je vous disais, si on priçait ça, quel prix on mettrait sur le préjudice? On constatera que si à l'époque, on avait employé des gens, qu'on les avait payés normalement, pour qu'ils fassent le travail de cueillir le café ou le coton ou autre chose, et qu'on les avait payés chacun 10 fois le salaire d'un neurochirurgien, ça aurait mieux valu, on n'en serait pas là. Vous voyez? C'est ça le problème, c'est que quand on suit les forces de l'argent, les forces de l'entreprise, les forces de l'actionnariat, ces forces-là, très souvent, ils vont créer des situations qui, sur le court terme, ça peut leur rapporter, mais pour chaque euro que ça leur rapporte sur le court terme, la société en tant que telle paye 1000 euros sur le long terme. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas un problème. Comme si je te dis, coûte combien ton employé dans cette usine? Je dis, je sais pas moi, 15 euros de l'heure. Écoute, je te ramène un employé, il prend 10 000 euros de l'heure. Mais attention, tu payes toi 7,50 € de l'heure, et le reste est payé par la société. Dans une logique purement d'entrepreneuriat et d'actionnariat et de force de l'argent, c'est absolument valable. Je paye 15, maintenant je paye 7,50. Si la société en tant que telle doit payer 10 000 de plus, c'est pas grave, je m'en fous. Vous voyez, faut faire très gaffe à ces forces, mes amis, parce que ces forces peuvent détruire entièrement un pays. Et je dis pas qu'il faut que c'est mal l'entreprise, ou que c'est mal l'argent, ou que c'est mal les actionnaires. Je dis pas cela, c'est pas ça mon but, c'est pas ça mon discours. Mais je dis que si ces forces-là sont laissées sans contrôle, sans régulation, sans rôle, on va dire sans contrepoids en termes de pouvoir, ils peuvent te détruire un pays, ils peuvent te l'effacer de l'oreille et de la terre. Tu vois, parce qu'eux, ils réfléchissent, ils sont traînés par leur avidité, et ils réfléchissent à court terme, ils veulent maintenant, ce qu'ils gagnent maintenant, c'est tout. Après, le futur, c'est pas leur problème, le futur, eux, ils sont pas là-dedans. Eux, le futur, c'est quoi? Le futur, c'est le prochain trimestre. Le futur, c'est les prochaines dividendes qu'il faut verser. C'est tout. Le futur, c'est l'ouverture des marchés demain. C'est tout. Le reste, ils vont pas se projeter sur des années ou des mois ou des générations. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Tu vois ce que je veux dire? Et quand les entreprises nous font des trucs, oui, genre nous sommes responsables et tout, mais pas du tout. Pas du tout. Ils sont pas responsables du tout. Les mêmes entreprises qui se la jouent responsables ici vont des fois délocaliser vers des pays africains ou asiatiques et tout ça, juste pour pouvoir employer des enfants, pouvoir jeter des produits toxiques dans les rivières. Les mêmes, exactement les mêmes. Tu vois. Enfin.
vous laisse mes amis, puis on continue à observer, on continue à faire nos équations et voir où ça va. Mais ils sont plus très bons maintenant, c'est fini. C'est fini. Le jeu n'est même plus amusant en fait. C'est même plus amusant. À bientôt.